Bonjour à tous. On va démarrer dans quelques secondes. Très bien, donc bonjour à tous. On est très heureux, Mathieu et moi, de vous présenter une expérience de l'open source à la Société Générale et de l'expérience d'un contributeur Gipster. Alors pour commencer, on va se présenter. Mathieu, à toi l'honneur. Moi je suis Mathieu, vous me connaissez peut-être sous le login Mathieu A sur GitHub. Je suis développeur à Société Générale. Donc pour ma part, David Few, moi je suis architecte groupe à la Société Générale, donc et j'ai piloté pendant 2 ans et demi la stratégie open source. Voilà. Et c'est parti. C'est bon, je vous ai tous encore, c'est bon, non? Vous l'avez pas? Et encore, vous avez de la chance, hein. On a changé la slide, avant c'était encore plus difficile, j'ai pris 5 minutes avant qu'il m'aide. Il y en a qui ont besoin d'aide ou ça va, non? C'est bon? Ours. Open source, c'est bon? Oh, c'est bon, j'ai toute votre attention, on peut y aller pour de bon. Alors, l'open source à la Société Générale, en fait, c'est une histoire d'amour. Mais pour quelles raisons? En fait, il y a trois grandes raisons principales qui poussent un grand groupe de services financiers comme le nôtre aujourd'hui à s'orienter vers l'open source. L'innovation, le cloud et l'attractivité. L'innovation aujourd'hui, c'est simple, hein, je vous mets au défi tous de me trouver une technologie innovante, que ce soit machine learning, big data ou autre, dans lequel il n'y a pas une souche open source. Le deuxième, le cloud. Si aujourd'hui, et comme tous les grands groupes, on veut aller massivement dans le cloud, une des premières questions qu'on se pose, c'est les enjeux de licensing. Et ça, l'open source y répond très bien. Et le troisième, c'est l'attractivité. Toutes ces technologies aujourd'hui qu'on manipule tous, si on n'a pas les bonnes personnes pour les faire tourner, et vous êtes bien placé pour le savoir, ça ne marche pas. Okay, on peut avoir la meilleure techno, la plus innovante, la plus intéressante, mais par contre, il faut les hommes et les bonnes personnes pour les faire tourner. Et ces personnes-là, elles vont plutôt avoir envie de venir dans un environnement attractif. Alors, donc, à la Société Générale, on s'est structuré autour d'une stratégie en 3 axes. Donc, premier axe, c'est use. Donc, use, pour dire aujourd'hui qu'on veut de façon prioritaire favoriser l'usage des technologies open source pour tous les nouveaux projets. Donc dans tous nos comités d'architecture, le principe c'est use open source first, donc c'est-à-dire qu'on va en tout cas s'assurer qu'on a bien challengé le choix d'une technologie libre. Ça ne veut pas dire qu'on le fait à 100% des cas, hein, bien évidemment, il y a plein de solutions éditeurs qui vont continuer à exister, c'est pas l'enjeu, mais en tout cas, ce nouveau paradigme, c'est celui-ci. Ensuite, c'est contribute. Là, je n'ai pas forcément défloré le sujet maintenant, parce qu'avec Mathieu, on va en parler plus en détail après. Mais ça, nos développeurs, quand on a monté cette stratégie, nous ont dit c'est super, hein, nous on est à fond sur l'open source, il faut en faire plus, etc. Et par contre, ils disent on veut absolument contribuer. Si on ne contribue pas, c'est pas la peine. Et pourquoi contribuer? Quand on leur pose la question, c'est numéro 1, on veut garder notre e-réputation. On contribuait avant de venir. On veut continuer à contribuer pendant qu'on est là, et puis si demain on part, on continuera aussi à contribuer. Mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit un point de rupture chez nous. Et ensuite, c'est l'attractivité. Donc on en a parlé juste avant. Tous nos développeurs aujourd'hui veulent travailler dans un environnement attractif. Ça, c'est pas une surprise, hein. Ils veulent un environnement sympa, un laptop sympa, un OS à jour, les technos qui vont bien. Et ça, encore une fois, ils plébiscitent à 100% tous les technologies libres. Alors faisons un petit focus sur les technos. Je vous ai mis un petit focus sur ces technos sur lesquels on a en tout cas une petite histoire particulière à raconter, qui sont les dernières qu'on a standardisées, ou en tout cas celles sur lesquelles on s'est un peu plus investi. Je vais commencer par celle qui est tout en bas là, Adopt OpenJDK. C'est assez intéressant. On a dernièrement fait ce choix-là comme alternative à Oracle JDK qui change de mode de licensing. Je pense que vous êtes tous au courant. Donc ça, c'est ce qu'on va en tout cas standardiser et généraliser à la Société Générale. Une autre qui est assez intéressante, c'est JUnit 5 tout en haut. Donc on sponsorise
également la version 5. Donc ce sont des équipes de Bangalore qui se sont investies sur ce sujet-là. Docker et Kubernetes, donc le couple gagnant aujourd'hui dans toutes nos architectures de microservices. CentOS, c'est la version communautaire de Red Hat, qu'on standardise également massivement dans notre cloud interne. Et Hadoop, hein, on ne présente plus ce sujet-là sur les sujets Big Data. Et le dernier, PostgreSQL. En PostgreSQL, c'est intéressant parce que, pareil, vous connaissez tous, hein, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas la base de données du siècle, hein, base de données relationnelle, simple, efficace, mais qui répond à 90% des besoins dans une base de données relationnelle. Avant, à côté de ça, il n'y avait que des technologies éditeurs. Je ne vais pas les citer, hein, vous les connaissez tous. Bah, nous, on s'est dit, aujourd'hui, attaquons ce sujet-là. Parce que, les bases de données, c'est critique. Donc, si on veut faire de l'open source, allons-y sur des sujets qui sont critiques, qui sont structurants, qui sont importants. Les bases de données, c'est parfait. On était à 0% en 2015. Il n'y avait rien. Quand on a démarré la stratégie, on était à 0%. Bon, on s'est dit, donnons-nous cette ambition d'aller à 30% en 2020. Alors, ça ne se fait pas en claquant des doigts, hein. On a des sponsors qui supportent cette initiative, comité de pilotage, plein d'équipes projets aujourd'hui, un programme pour justement l'idée, cette transformation. Donc là, on fait le focus tout de suite que sur la base de données, mais il y a évidemment d'autres axes également de transformation, hein, serveur d'application, etc. Mais en tout cas, celui-ci, je l'aime beaucoup, parce que quand on a démarré en 2015, personne n'aurait parié un copec qu'on serait aussi haut 2 ou 3 ans après. Parce que justement, les bases de données, c'est compliqué, c'est difficile, c'est très structurant, et quand on commence à bouger, migrer une base, c'est difficile. Et en plus, allons au bout de la réflexion, quand on cherche un ROI sur un sujet comme ça, projet par projet, c'est super dur d'en trouver un. Le case, il est vraiment en global. C'est quand on a un effet de masse qu'on peut dire, oui, là, ça commence à être financièrement, etc., intéressant. Et en plus, l'enjeu, il n'est pas forcément au départ financier. C'est pas la raison pour laquelle on le fait, c'est la conséquence. La raison, c'est vraiment qu'on veut cet environnement attractif et qui soit en plus, voilà, avec une technologie qui est le standard du marché, en tout cas sur les bases de données. Voilà. Alors maintenant, continuons toujours sur nos engagements dans l'open source et peut-être plus sur notre implication dans les communautés. Là, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup également, l'IT School. On a créé de toutes pièces une école pour former des jeunes actifs aux technologies libres. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Simplon, certains d'entre vous. Donc, c'est une école en fait qui forme plutôt des gens en reskilling, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément informaticiens de formation, mais qui veulent se reconvertir aux technologies informatiques. Donc, en partenariat avec eux, on a monté tout un cursus de formation pour leur apprendre le Java, le Python, le web, le JavaScript, etc. Et tiens, il faudra qu'on joue de Gipster d'ailleurs. Et on a 2 promos, hein, une qui a démarré les dernières, donc de 17-18 étudiants à peu près, avec un enjeu de mixité, donc 50% de femmes. On n'y est pas forcément arrivé dans la première promotion, mais voilà, en tout cas c'est un enjeu important pour nous aussi. Et il démarre un cursus de 4 mois intensif dans nos locaux, donc de formation sur les technologies. Et après, ils partent en alternance, donc dans des équipes projets chez nous. Et il faut une partie alternance dans les équipes projets et l'autre partie après chez Simplon. Autre sujet, software héritage. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler de cette initiative? Oui, qui? Oui. Ouais. Ah, il y en a. Il y en a quand même quelques-uns, ouais. C'est juste un truc de dingue. C'est un chercheur de l'INRIA qui s'appelle Roberto Di Cosmo qui a lancé comme projet de créer une bibliothèque du code logiciel open source du monde entier. Et en plus, que cette archive-là persiste à travers les âges. Donc le code open source du monde entier, en gros, c'est un GitHub, mais puissance 10, quoi. C'est un peu ça. Il a monté cette initiative de toutes pièces. Donc oui, il a archivé dans cette solution, sur un héritage, donc cette archive tout GitHub. Hein, il pompe tout ce qu'il y a dans GitHub en permanence, mais pas que. Google Code, qui a été fermé, ils ont rapatrié tout ce qui était dans Google Code. Ils ont accès à toutes les ressources universitaires de recherche du monde entier. C'est vraiment une dimension internationale mondiale juste colossale. Et si vous allez, je vous encourage à jeter un coup d'œil en software héritage, vous avez toute voilà, l'historique
d'un bout de code logiciel. En plus, c'est bien fait, vous mettez un bout de code, vous mettez un hash, et vous indique à quelle version il correspond, etc. Et donc ça a vocation à rester à travers les âges. Donc, du côté Société Générale, en tout cas, on a décidé d'accompagner ce projet et on est sponsor Platinum de cette initiative. Pour votre information, ça a démarré en 2017. Pour vous donner une idée de la dimension du projet, l'ouverture s'est faite à l'UNESCO en présence du président de la République à l'époque, c'était François Hollande. Ouais, mais attends, David, j'ai une question là. Là, tu nous parles d'utilisation de l'open source à la Société Générale. Ok, c'est cool, mais qu'en est-il de la contribution? Alors, la contribution, tu as raison. C'est un sujet un peu sensible. On a parlé tout à l'heure, nos développeurs nous disent nous, on veut contribuer. Et puis, contribuer, mais pas qu'un peu. C'est-à-dire que c'est primordial. Et d'ailleurs, tout l'écosystème open source, il ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas des gens qui, derrière, l'alimentent. Ça, on est tous d'accord sur ce principe-là. Donc du coup, dans un grand groupe, vous savez que c'est un peu sensible. J'imagine que certains d'entre vous travaillent dans des grands groupes. Combien ont des problèmes parfois d'accéder à certains sites qui sont bloqués pour des raisons diverses et variées. Je sais pas, SlideShare par exemple, ou voire github.com. Certaines entreprises le ferment pour des raisons de fuite d'informations, etc. Donc quand on veut contribuer, c'est un peu dommage. Donc voilà le contexte dans lequel on a en tout cas monté tout un framework de contribution dans le groupe. Et je peux vous dire que ça n'a pas forcément été quelque chose de simple. Alors, mythe ou réalité, la contribution à la Société Générale. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses? Je te propose qu'on en parle avec mon cas, après on décidera. Ok. Je suis déjà introduit, je suis Mathieu, vous connaissez sous le pseudo Mathieu A sur GitHub. Quoi dire d'autre? Je code sur Deepster depuis 2015 et je suis développeur à Société Générale depuis août dernier. Et avant de vous raconter mon histoire, je veux vous poser une question. Levez la main si vous reconnaissez. Combien d'entre vous contribuent à des projets open source chez vous, sur votre temps libre? Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Ouais, je vais poser une autre question. Vas-y. Combien d'entre vous contribuent à des projets open source, mais sur votre temps de travail? Ah, nice. Bah, pour le coup, peut-être que vous identifierez à mon histoire, et je vais commencer par quoi ça a commencé en tout cas. Mon stage à Ypon. À l'époque, c'était en 2015, je suis entré chez Ypon en tant que stagiaire. On m'a présenté pas mal de sujets, on m'a dit il y a Deepster, il y a des trucs comme ça, etc. Deepster n'était pas disponible. J'étais un peu déçu parce que ça me tentait bien quand même. Un projet open source, c'était pas mal. Du coup, je suis arrivé au siège de Ypon le jour même et on m'a dit bon bah Mathieu, t'es sur Deepster. Je me dis waouh, ok d'accord, sérieux? On m'a dit tout le contraire, etc. Mais imaginez-vous, mettez-vous à ma place. J'arrive, je sors d'école, j'entre dans une entreprise comme Ypon et on me dit tu vas pouvoir travailler pendant 3-4 mois sur un projet open source en tant que stagiaire. C'est dingue, je veux dire. C'est absolument dingue. On m'a dit tu vas pouvoir parler avec des personnes un peu du monde entier, États-Unis, Suède, Allemagne, etc. Travailler avec eux, collaborer avec eux sur un projet qui s'appelle Deepster, qui avait à peu près 2000 stars il y a 4 ans, il me semble. Maintenant, il y en a 14 000, c'est juste monstrueux. Et c'est absolument dingue. Pour un stagiaire, c'est inespéré. D'habitude, il y a tout le temps les petits sujets par-ci par-là de R&D, mais sur le projet open source, jamais. Et c'était qui ton maître de stage d'ailleurs? C'était Julien Dubois. Eh oui, forcément. Ça va. Ça va, ça va. Et je vais vous décrire maintenant mon rythme pendant ces 3-4 mois. C'était des contributions tous les jours, sur le temps de travail. Même vu que c'est open source, je faisais même ça chez moi. Au final, c'est ça qui est bien. Tu peux en faire n'importe où, n'importe quand. Tu n'as pas de problème de sécurité, par exemple, ou des choses comme ça. Et je veux dire, Deepster, c'est un sujet tellement passionnant que tu n'as pas envie juste de passer ton 9h-18h à faire que ça. Je veux dire, tu peux, si tu veux, travailler dessus le week-end. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et une chose qui était vraiment cool, c'était qu'on m'a donné une autonomie quasi complète. Après, ouais, c'est peut-être parce que Julien Dubois était mon maître de stage que ça a aidé. À l'époque, je travaillais avec un binôme sur Deepster UML et il nous laissait un choix technique total, une autonomie totale. Et c'était vraiment sympa. C'est là d'ailleurs à ce moment-là qu'on a commencé à développer le JDL.
Et c'était vraiment top. En un mot, ce stage était vraiment, on était vraiment libre de faire ce qu'on voulait. On savait qu'il y avait un besoin autour de Deepster pour générer des entités plus simplement, plus rapidement. On n'était pas encore au JDL, mais quelqu'un m'avait proposé d'étudier les outils type Modelio, en tout cas ceux qui permettent de faire des diagrammes de classe en UML. Et du coup, nous, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'était pendant mon stage. Après, j'ai signé chez Ypon en CDI, et on va dire que les choses ont un tout petit peu changé. Parce que forcément, le rythme de travail n'est pas le même. Je ne fais pas de l'open source sur mon lieu de travail en général. Et du coup, les seuls moments où moi, je pouvais me retrouver vraiment à coder des choses autour de Deepster, bah, c'était le soir, le week-end, et même 2 fois le matin. Même des fois le matin. Je me rappelle qu'une fois, j'avais embêté Pascal Grimaud le matin pour une issue. Et c'était juste ça. Donc c'était pas terrible, je pouvais pas contribuer tous les jours. Il y avait pas mal d'issues, c'était un peu difficile de garder la tête au-dessus de l'eau. Mais le pire de tout ça, c'est que je pouvais pas contribuer au travail comme avant. Et c'était un tout petit peu triste. Fast forward maintenant jusqu'à la fin de la période chez Ypon, où mon dernier client était Société Générale. Et j'y ai travaillé en tant que presta pendant 1 an et demi par là. Après, j'y suis rentré en tant qu'interne en août dernier. Et il y a une chose qui m'a vraiment frappé. Arrête-moi là, une fois que tu es rentré à la Société Générale, rassure-moi, tu as pu contribuer là. Ah, on y arrive. Et une chose qui m'a vraiment frappé, c'est que j'ai remarqué que les équipes utilisaient vraiment des outils open source. Je veux dire, pas seulement JUnit comme David l'a mentionné. Merci, donc j'ai pas dit trop de bêtises alors, ça va? Non, ça va pas trop, ça va. Merci. Et je veux dire, pas seulement sur du Java, mais aussi sur les techno.js, on voit qu'ils sont de très très gros utilisateurs. Et j'avais envie de dire, mais qu'en est-il de la contribution? Est-ce que les gens contribuent? Je savais que pendant que j'étais en tout cas externe et interne, il y avait des membres de la core team de Deepster qui travaillaient à Société Générale en tant que presta. Je voulais savoir, mais du coup, est-ce qu'il y a des projets Deepster à Société Générale? Si oui, lesquels? Est-ce qu'ils contribuent ou pas? Donc j'ai fait une petite recherche, j'ai regardé. Et j'ai vu quelques contributions. C'était vraiment pas mal. J'ai pu voir que Société Générale, à l'époque, avait des ambitions dessus. Ce qui m'avait un peu étonné, parce que franchement, Société Générale, c'est quand même une grosse boîte. Donc j'étais un peu agréablement surpris. Et je me suis posé une question. Pourquoi pas moi? Je veux dire, je suis membre de la core team Vert depuis 4 ans, j'aime beaucoup l'open source, je comprends vraiment, et j'adhère vraiment la philosophie derrière, et je me suis posé une question. Et si on me permettait de contribuer à Société Générale sur mon temps de travail? Et donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Un jour, je ne sais plus c'était quand, il y avait une réunion avec mon manager. Alors je ne sais plus laquelle, il y en a tellement à Société Générale que ça devient juste... c'est insupportable, je veux dire. Bref, passons, petite blague à part. J'avais une réunion avec lui, mon manager, et je lui ai demandé est-ce que du coup, je pourrais, moi, contribuer sur mon temps de travail à hauteur d'une demi-journée par semaine sur Deepster et d'autres projets open source qu'on utilise. Et sa réponse était oui. Alors, me balancez pas de cailloux de tomates. Je sais que là, comme ça, comme je dis, c'est un peu simple. C'est un peu simple. Et je ne suis pas arrivé dans la salle en mode hey, ça dit que moi je participe à un projet open source sur mon temps de travail? Il ne m'a pas juste dit oui comme ça. Et en fait, il y a une recette derrière, avec un peu de recul, qui, je pense, a fait en sorte qu'il accepte ma requête. Et ces 4 points, tu peux s'il te plaît? Merci. C'est cela. C'est une question d'abord de confiance. Quand tu arrives dans une boîte, on t'accorde un certain crédit de confiance que tu continues à entretenir. Moi, en tout cas, mon manager l'a fait, mes collègues l'ont fait. Et du coup, je sentais qu'il y avait un bon environnement. Et donc, du coup, c'était bien, je ressentais la confiance d'en haut de mon manager et de mes collègues. Mais c'est aussi une question, pour le coup, je pense, de timing. On n'arrive pas dans une boîte en demandant ça. Non. Comme je l'ai dit avant, c'est une question de confiance. Et
bah forcément, j'ai fait en sorte que mes projets se passent bien, que tout se passe bien, pour demander ça. C'est vraiment pas mal au final. Mais ces deux ingrédients-là, pour moi, c'est pas les plus importants. Le plus important pour moi, c'est la flexibilité. Et c'est quelque chose qui est assez important. J'ai quand même demandé une demi-journée par semaine, ce qui est en fait au final pas rien. Nous, on travaille en mode agile, avec des sprints hyper courts, genre d'une semaine, et une demi-journée par semaine, je veux dire, c'est un peu gros. Parce que tu enlèves toutes les réunions, etc. Tu as à peine 2 jours de travail, quasiment, et c'est un peu compliqué. Mais qu'est-ce qui se passe si le projet il se passe mal? Le sprint, on va le foirer, ou je sais pas, il y a un gros rush, il y a un problème de prod. Bah, moi, j'étais honnête, j'étais droit dans mes bottes, je lui ai dit, si ça se passe, il n'y a pas de problème. Je t'ai demandé, j'ai dit ça à mon manager, je t'ai demandé de participer à un projet open source au moins une fois par semaine, mais si du coup il y a des problèmes, il n'y a pas de problème. Je peux continuer à contribuer chez moi, comme je le fais habituellement, mais mon taf, c'est assez général. Mon équipe, elle a confiance en moi, j'ai confiance en eux, et je mets d'abord mon équipe avant la contribution. Alors, t'es en train de me dire quand même que tu as une demi-journée d'allouer pour pouvoir contribuer sur ton temps de travail à des projets open source. Yep. C'est cool quand même, non? C'est plutôt pas mal. Mais c'est quoi l'intérêt pour ton boss là en fait? Je comprends pas là. Bah, si tu veux, ce qui était bien, c'est que mon manager avait déjà un peu compris les bienfaits de la philosophie open source. Prenons un exemple. Quelqu'un qui sort d'école, il va entrer dans plusieurs boîtes, il va acquérir plein d'expérience, il va travailler sur des projets, il va rencontrer des gens, et c'est comme ça que la personne s'améliore. Sur un projet open source, c'est comme si tu avais un projet en plus de tes projets habituels. Je veux dire, pendant le temps de travail. Et donc, du coup, tu peux être meilleur, tu acquiers plus de compétences. Et ça, il l'a compris. Il était sensible à ça. Et c'est pour ça qu'il a accepté. Et justement, moi, en tant que personne, ça me permet d'être meilleur. Et c'est pour ça, justement, qu'il a accepté, en final. Mais pas seulement. C'est aussi l'occasion, dans les projets open source, de rencontrer des personnes qui viennent d'un peu partout. Comme je l'ai mentionné, Suède, Allemagne, l'Inde, Pays-Bas, etc. Et ces personnes sont pointues techniquement, on peut être pointues techniquement, et au fur et à mesure qu'on contribue sur les projets open source, on les rencontre auprès d'elles et elles nous fait grandir aussi. Et ça, c'est très très important. Tu rencontres des personnes qui sont vraiment très très bonnes, comme je sais pas, Matrable par exemple, ou Deepoo, et on voit qu'ils sont juste très très bons dans leur domaine et on apprend auprès d'eux. Et surtout, pour moi, surtout ce qui est bien, c'est que ça entretient l'employabilité. Parce que si tu te contentes d'apprendre qu'au travail, sans faire de veille, par exemple, c'est bien, mais c'est pas tip top. Et pour moi, c'est ça en fait l'apport d'un projet open source pour une personne de manière professionnelle, c'est que c'est vraiment ça te permet d'améliorer ta cote, ta réputation. Je veux dire, mais qui c'est qui peut, dans la salle, mettre sur son CV à contribuer à tel projet open source? Je veux dire, c'est quand même pas mal, non? Mais si on prend Gipster en lui-même, donc c'est un générateur de code, ouais. Ça, très concrètement, ça t'apporte quoi dans ton travail au quotidien? Alors, je ne sais pas si tu l'utilises tel quel sur tes projets, mais le fait de connaître ce framework, qu'est-ce que ça t'apporte? Je vais te donner un exemple. Il y a 1 an, je ne connaissais pas encore React. Et au moment où je suis en Société Générale, il travaillait sur React. Et du coup, moi, je me suis mis à suivre des tutos, etc. Au fur et à mesure, j'étais meilleur dessus. Mais je me disais, c'est quoi les bonnes pratiques, etc. Et ce qui est bien avec Deepster, c'est que c'est construit autour d'une communauté qui est juste formidable. Vous. Et certains contribuent à leur échelle, reportent des issues, ou font des pull requests, améliorent le code. Pour la petite histoire, ça fait 4 ans que je travaille sur Deepster en tant que core team member. Je suis à mes mailing lists souvent que je peux, et je vais pouvoir passer des décisions techniques, des décisions sur le projet, etc. Et du coup, ce qui est bien, c'est que Deepster, depuis le début, mis à part être un simple générateur, parce que c'est pas qu'un simple générateur, maintenant c'est quasiment un framework, c'est qu'il y a vraiment une emphase qui est faite sur la mise en avant des bonnes pratiques, des best practices. Et
Donc ça te permet d'apprendre en fait React, comme tu dis, sans connaître avant, en regardant le code qui a été généré, ça. Bah, tu vois, grâce à ça, grâce à Deepster, j'ai généré un projet React et j'ai pu voir les patterns que j'utilisais et me dire ah mais ça c'est pas mal. Ou alors j'ai pu challenger ça, critiquer ce que je faisais et du coup apprendre au fur et à mesure. Et c'est pour ça que pour moi Deepster c'est bien. Mais par contre j'avais une question pour toi David. C'est quoi l'intérêt pour ce général de supporter ça? Bah en fait, bah comme tu le dis, hein, ça fait très bon écho à ton expérience. C'est exactement les bonnes raisons. C'est-à-dire que contribuer, oui, c'est vrai, d'un point de vue collaborateur, ça permet d'entretenir sa réputation, c'est vrai. Mais il y a tout ce côté veille techno, c'est vrai. Et ce côté veille technologique, bah, c'est un super moyen de l'acquérir, simplement, rien qu'en regardant le code que d'autres ont fait, en travaillant avec d'autres personnes, etc. Et donc ça, c'est un enjeu juste essentiel aujourd'hui, hein, dans un contexte où les technologies bougent très très vite. Qui peut dire dans 3 ans quel sera le framework qui sera au top dans GitHub? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de toujours avoir ce réflexe d'être à jour et d'entretenir finalement ses compétences et à travers cette veille technologique. Ensuite, mais on l'a déjà dit avant, je pense qu'aujourd'hui, c'est juste plus une option. Encore une fois, si on veut être bon, si on veut être efficace, si on veut être en tout cas les meilleurs dans la technologie qu'on fait, si on n'a pas quelque part cette capacité à contribuer, on passe à côté de quelque chose. Parce que ce seront d'autres qui devront le faire à notre place. Et à un moment donné, quand on se fait désintermédier, c'est pas très bon. Donc il faut que voilà, nos développeurs en tout cas aient accès à tout cet écosystème depuis un lieu de travail. Tout simplement. Merci David. De rien. Du coup, on parle de contributions de ce général, mais du coup, est-ce que les contributions sont visibles quelque part ou comment ça se passe? Moi, j'ai envie de voir qu'est-ce que je fais, par où je vais. Alors, vous allez sur le GitHub Société Générale et celui du CERT. Alors, le CERT Société Générale, c'est une entité chez nous qui s'occupe de la sécurité. Et ce sont des très très gros consommateurs, également contributeurs open source. Donc voilà, quelques exemples de projets que j'ai mis les uns après les autres sur notre GitHub. Donc GitHub Crawler, un projet développé par une équipe chez nous. Simplement, quand vous avez plusieurs repos GitHub, ça vous permet de scroller, de naviguer facilement d'un repo à l'autre, de mettre à jour les informations sans avoir à aller à chaque fois dans un repo, mettre à jour les informations, etc. Un deuxième, c'est ArcUnit. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ArcUnit, c'est un peu JUnit, mais pour les côtés architecture. Donc un plugin pour ArcUnit, pour Maven. OS Factory, ça c'est un projet qui permet d'industrialiser en fait les OS, systèmes d'exploitation, quand on veut les déployer dans le cloud. Quand vous, dans votre Software Factory, vous voulez embarquer un OS dans votre build, chaîne de build, en tout cas ce projet-là permettait de industrialiser un certain nombre de choses au niveau du système d'exploitation. Un autre exemple encore, Code2PG. Donc ça fait écho à ce que j'ai dit préalablement sur PostgreSQL. Donc quand on migrait du code, par exemple, de Oracle vers Postgre, c'était important pour nous d'avoir un certain nombre d'indicateurs sur la complexité de migration. Donc ça, c'est un projet que nos équipes ont créé et mis à disposition pour en tout cas vous donner un certain nombre d'éléments de complexité de migration d'Oracle vers Postgre. Un autre exemple, Fame. Donc un outil, donc ça c'est développé par nos équipes sécurité, qui permet d'automatiser l'analyse de malware. Et un dernier, FIR, donc Fast Incident Response, un outil pour gérer le cycle de vie des incidents de sécurité. Donc là, si vous commencez à regarder le nombre de stars, donc 1100 stars, 346 forks, ça commence à être plutôt sympa. Donc c'est un projet qui a eu un bon écho sur la communauté, en tout cas dans l'écosystème sécurité. Et qui marche plutôt pas mal. Donc tout ça pour vous dire que ce sont des projets que nos équipes ont développés, ont mis à disposition de la communauté, et ce sont des projets qui se sont mis en place entre 2016 à peu près et maintenant, et donc ce sont nos équipes internes qui ont eu cette opportunité de le faire pendant leur travail. Donc ça paraît pas forcément grand-chose quand on est habitué à le faire traditionnellement, mais dites-vous, mettez-vous à l'échelle d'un grand groupe, c'est nouveau, on est assez humble là-dessus, on démarre vraiment depuis quelques années sur l'open source. Donc voilà, c'est ces premiers petits pas en tout cas qui sont importants pour nous, qui permettent de montrer en tout cas notre capacité à avancer comme ça dans les communautés. Mais là, j'aimerais bien qu'on s'arrête un peu quand même, parce que ça paraît un peu trop facile tout ça. Là. On contribue, on utilise plein de technos.
Mathieu est super content, il vient vous faire vous vendre tout ça, mais tu développes sur quoi comme PC, toi? Mon PC tourne sous Ubuntu. Ubuntu? Ah voilà, je pense que c'est ton PC perso que tu as amené au boulot, ouais, c'est ça? Non, tu déconnes ou quoi? Non. C'est celui qui me l'a T'es filé. sûr? T'es sûr? Ouais, no joke, j'avais pas collé sur Windows, attends, déconne pas. Tu m'expliques que tu as un PC Ubuntu à la Société Générale? Bah écoute, ouais. C'est quand même plutôt pas mal ça. Donc oui, il y a des entités dans le groupe qui peuvent avoir, en tout cas, la capacité d'avoir un PC sous Ubuntu pour développer. C'est pas encore vrai partout, hein, soyons honnêtes. En revanche, oui, on a un projet qui vise à proposer justement ce type de laptop, hein, pour nos développeurs d'ici la fin de l'année. Pourquoi? Parce que c'est ce que nos développeurs plébiscitent majoritairement pour tous les devs. C'est vrai, dans tout ce qui est Java, Python notamment, c'est l'environnement de prédilection. Encore une fois, pareil, hein, c'est des choses qui peuvent paraître naturelles pour certains d'entre vous. Dans les grands groupes, le standard numéro 1, c'est Windows sur les postes de travail. Et c'est Windows, souvent relativement fermé, on n'a pas les droits d'admin, etc. Enfin, je pense que certains se reconnaîtront dans ce que je dis. Mais en tout cas, l'enjeu, c'est d'avoir ce poste-là, un poste en plus ouvert dans lequel on puisse installer de façon sécurisée aussi les softs qui vont bien pour développer et permettre, voilà, d'avoir un environnement sympa et attractif. Donc voilà, c'est une belle initiative aussi qu'on mène en ce moment avec nos équipes postes de travail pour fournir ce poste-là. Et si on allait maintenant un cran un tout petit peu plus loin. Si je vous dis maintenant que mon directeur général a pris des cours pour apprendre à coder. Mon DG. Hein. Si je vous dis aussi que mon DG, il prend aussi du temps pour comprendre ce que c'est que l'agilité, pour comprendre ce que c'est que l'open source. Vous me croyez ou non? Pas possible quand même. Soyez honnête. Hein. Ça paraît un peu gros. Eh bien oui. Donc notre directeur général, donc Frédéric Oudéa, a souhaité en tout cas comprendre tous ces enjeux technologiques aujourd'hui qu'on est en train de mettre sur la table, de présenter à toutes les sauces. Il veut comprendre, il a voulu en tout cas lui personnellement comprendre et s'investir dessus et voir ce qu'il y avait derrière. Mais attends, David, tu veux dire que le DG, il a vraiment pris intérêt à ça, il a passé des heures dessus? Oui. Il a rencontré, voilà, des équipes de chez nous qui l'ont formé à Python par exemple. Hein, il a pris du temps pour comprendre ce que c'est que le Python. Alors, il est brillant quand même, hein, c'est quelqu'un d'intelligent, donc il comprend vite, c'est vrai. Bon, je ne dis pas que c'est un développeur qu'on peut balancer maintenant sur n'importe quel projet, mais en tout cas, il a pris du temps pour comprendre ce que c'était. Et je trouve ça juste extraordinaire. Imaginez-vous un directeur général d'une banque qui prend du temps là-dessus, ça montre qu'en tout cas, la technologie, c'est plus une option. Hein, il a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait là-dessus. Autre chose, il a pris du temps également pour comprendre ce qu'était par exemple que l'agilité. Hein, il comprend toutes les transformations d'agilité, d'agile à l'échelle qu'on est en train de mettre en place un peu partout. Oui, c'est quoi derrière tout ça? C'est quoi les concepts? C'est quoi les principes? L'open source, même chose. C'est qui les grands acteurs de cet écosystème? Comment ça fonctionne? C'est quoi les business models, etc. Donc vraiment pris du temps pour le faire. Et dites-vous bien, quand le DG fait ça, les gens en dessous, ils peuvent plus dire « Ah bah mince, il faut que j'y aille. » quoi. Donc en gros, tous les N-1 aussi, ont aussi pris du temps pour comprendre ce que c'était. Et ainsi de suite. Et voilà, en tout cas, à titre personnel, j'ai piloté cette stratégie pendant 2 ans et demi. Quand vous dites que votre directeur général, ça y est, lui aussi, il est informé, il est au courant, il est intéressé par tout ça, quelque part, c'est qu'on a gagné une grande partie de la bataille. Donc c'est pas pour autant que c'est terminé, mais en tout cas, c'est une étape quand même qui fait plaisir et qui est assez importante. Mais tout ça, c'est pas terminé. Hein, on est encore dans cette transformation. Et il y a encore plein de challenges à relever. Un par exemple, l'inner sourcing. Tiens Mathieu, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur l'inner sourcing? En fait, je vais reformuler ta question. Quel problème ça résout? Souvent, je parle à des gens, ils me disent « J'aimerais bien un jour contribuer à un projet open source, un peu donner en retour. » Et en général, les gens sont un peu timides, ils sont un peu réticents. C'est normal. Imaginez, vous forquez un projet, vous réglez un problème, vous pushez ça, vous faites une pull request, et vous imaginez que des personnes du monde entier puissent regarder votre code, vous juger. Pour certaines personnes, c'est un peu difficile. Et ce général a compris ça et
a voulu prendre notre approche en favorisant l'inner sourcing. L'inner sourcing, si vous voulez, c'est faire en sorte que les gens contribuent, partagent du code, avancent comme une communauté, mais dans un repo interne. Nous, on a un GitHub interne, en fait. Et au fur et à mesure que les gens contribuent, ils font un peu tourner le mot. Au moins, dans le microcosme qu'est la Société Générale, les gens le font. Et les gens peuvent, comment dire, perdre un peu cette timidité. Et du coup, le coût d'entrée, j'ai envie de dire, pour participer à un projet open source est un peu levé. Les gens vont être moins timides, ils vont vouloir participer comme si c'était l'inner sourcing. Au final, ils vont faire vraiment de l'open source. Et pour moi, c'est une bonne idée. Donc ça permet vraiment de mettre le pied à l'étrier quelque part, hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. À nos développeurs. Sachant qu'on ne l'a pas forcément dit, hein, mais dans notre groupe, on a à peu près entre 3000 et 3500 développeurs quand même, donc dans le monde entier. Donc c'est quand même une population assez importante. Donc si toute cette population-là peut voilà, faire l'inner sourcing, partager son code, etc., c'est vrai que ça permet de casser les silos et puis d'être beaucoup plus efficace. Bah dans cette lignée, hein, c'est pas un secret. Donc on veut vraiment développer notre impact sur la contribution. C'est ça les gros challenges qu'on souhaite maintenant relever dans les années qui viennent. Donc on a parlé de sujets vraiment là qui sont très technologiques, c'est vrai. Ce sont les premiers axes sur lesquels on s'investit. Mais voilà, les enjeux qu'on aimerait bien relever demain, c'est les enjeux de contribution sur des projets métiers, business. Voilà, qui ne seraient pas forcément des différenciateurs métiers entre banques ou services financiers, mais pour autant qui permettraient, dans une communauté, d'avoir un impact et de permettre à chacun d'y trouver un intérêt. Voilà. Moi, de mon côté, je vais continuer à contribuer sur mon temps libre et continuer à contribuer à la Société Générale sur mon temps de travail. Comme je l'ai dit, j'ai reçu à convaincre mon manager, à lui parler et il a compris les bienfaits. Mais c'est pas pour rien en fait. Je ne sais pas si vous étiez dans l'autre salle tout à l'heure, au talk de Cindy et d'Ernesto, qui était pour moi l'une des meilleures histoires qui a été racontée sur Deepster, et pas seulement sur Deepster mais aussi sur l'open source. En général, quand on sort d'école, on nous dit vous n'attendez pas de la reconnaissance, vous n'attendez pas un petit pins ou congratulations, non. En général, on vous dit tu fais ton taf, tu fais ton projet, tu es content parce que du coup ton projet est livré à l'heure. Et le fait que quelqu'un nous dise ok, vous avez un peu changé notre vie, là franchement on est quand même très fiers. Ça nous incite vraiment à contribuer. Et c'est aussi pour ce genre de raison que j'ai proposé à mon manager de contribuer aussi sur mon temps de travail. Pas seulement pour les raisons évoquées sur l'employabilité, etc. Mais c'est parce que vraiment j'y crois moi derrière. Et à la SOG, même si c'est encore jeune, il y a un potentiel. Moi de mon côté, je vais continuer à contribuer, peut-être inciter mes collègues à le faire, au moins les guider, et voir si ça prend ou pas. Et on peut dire que dans mon microcosme, dans mon petit département, s'il y a quelqu'un qui veut contribuer, je serai un peu l'ambassadeur pour ça. Parce que pour moi, pas seulement à travers Deepster, qui m'a appris beaucoup de choses pendant 4 ans, mais j'aime la communauté, j'apprécie vraiment ce qu'elle fait. Donc un grand merci à vous, un énorme merci pour avoir assisté à cette présentation. Merci d'être venu à DeepsterConf. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, on est là. Yes. Tu parles d'open source et d'Ubuntu, mais ton IDE, c'est quoi? Mon IDE? C'est forcément Eclipse, non? Alors, ou autre chose? Non. Nine, raté. Ouais. Ok, j'ai une bonne réponse. Bim. Non, blague à part, il y a quelques temps, la team Deepster s'est posé la question, est-ce qu'on a vraiment envie d'utiliser les outils IntelliJ WebStorm qui ne sont pas open? Il y avait du coup une décision qui a été prise, qui était de ne pas forcer ce choix. Certaines personnes apprécient vraiment ce qu'apporte un outil comme WebStorm ou IntelliJ, qui est juste, il fait un peu le thé, le café, il fait même ton repas du soir. D'autres aiment bien la simplicité qui peut être étendue par exemple d'un VS Code ou même d'un Atom. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, dans la team Deepster, on a décidé de ne pas choisir. On sait que on est toujours reconnaissant envers les personnes qui ont fait Atom et VS Code, c'est pas qu'on l'utilise.
D'autres questions? Ça pique les yeux. Ouais. Donc, une petite question, est-ce que vous utilisez justement ces projets open source dans des projets clés, notamment à la Société Générale, qui sont liés en fait purement au banking, notamment en fait au e-banking ou ce genre de choses? Okay. Pour te donner un exemple, il y a 1 an ou 2, on a fait un mini hackathon interne au sujet de l'Open Banking API. Et il y avait une équipe, pas seulement une équipe, mais un peu tous, mais je connaissais particulièrement une équipe qui travaille avec moi, etc. Et je savais toute la stack qu'ils utilisaient. Et de bout en bout, c'est que les projets open source. De bout en bout. En fait, ils se sont inspirés des générateurs actuels comme Rails, Deepster, pour faire un générateur. Et c'est comme ça du coup qu'ils ont un peu pas réussi cet hackathon, malheureusement, mais ils ont pu se focuser vraiment sur les features plutôt que de passer je sais pas combien de temps sur Boilerplate. Mais pour répondre à la question, oui, il y a beaucoup de projets clés qui sont dessus. Pour répondre clairement, oui, en effet, hein, tous les projets d'applications mobiles, banque de détails que tu connais en tant que client par exemple, tout ça c'est quasiment que des stacks open source derrière. Tous les projets aussi d'API, maintenant, DSP2, etc., qui nous forcent à offrir des API pour accéder à un certain nombre de services, hein, consultation de solde, etc. Je ne sais pas si certains sont au courant de ces sujets-là, etc. Donc toutes ces API-là aussi, pareil, hein, tous les développements qui sont derrière, c'est beaucoup de stacks open source également. D'autres questions? Non, une dernière, non? Oui. Ah, très bien, mais écoutez, merci beaucoup à tous.